annoncé, mais peut-être plus tard cette semaine. Enfin, on verra bien ce qu'il annonce aujourd'hui. Alors, une entrée maintenant qui nous fait absolument plus sourciller. Au début, la première fois, ça a créé donc une réaction. Ils entrent masqués, bien sûr, parce qu'on veut encourager les Québécois à porter le masque quand ils sortent de chez eux, vont faire des courses, vont dans les magasins qui, pour la grande région de Montréal, vont réouvrir. Alors, tout ça est une roue, tout ça est cohérent pour éviter, quand on n'a pas le choix de se retrouver très près de quelqu'un, pour éviter de le contaminer. Celui qui dirige aussi le point de presse, qui maintenant porte le masque. Un masque un peu particulier, je vous dirais, aujourd'hui. Je le vois pas bien, là. Oui, ça ressemble à un foulard, là. Bon. Mais l'effort est là, quoi. L'effort est là, exactement. Et vous aurez noté que l'affiche en dessous de M. Legault a aussi changé un peu. On avait le site Web du gouvernement du Québec. Aujourd'hui, on fait la publicité notamment de l'étude clinique Col Corona de M. Tardif de l'Institut de cardiologie. Oui, il en a parlé, il est allé le voir, il était vivement impressionné hier. Alors, on écoute ce point de presse. Sébastien, on se retrouve, comme d'habitude, tout de suite après. Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse du premier ministre François Legault, accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle Mécan, et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. À vous. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, vous dire que le masque que je porte aujourd'hui était fabriqué par Mme Madeleine Lebel et Paulette Vallée du Cercle des fermières Sainte-Monique-les-Saules, ici à Québec. Donc, encore une fois, je vous invite, quand vous sortez de chez vous, à mettre un masque. Et si vous êtes capable d'acheter un masque qui est fait au Québec. Bilan de la journée. On rapporte 51 décès, un total de 3 647. Donc, mes condoléances aux familles, aux proches des victimes. On a maintenant 44 197 cas confirmés à la COVID-19, une augmentation de 570. Puis, il faut tenir compte qu'il y en a au moins 12 500 qui sont guéris parmi les 44 000. On a 1784 personnes hospitalisées, une augmentation de 13, 180 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 1. Donc, en général, des bonnes nouvelles. D'abord, le plus bas total de nouveaux cas depuis le 11 avril. Ensuite, la situation dans les hôpitaux continue d'être stable. Puis, le nombre de décès continue est en baisse par rapport aux semaines précédentes. Autre bonne nouvelle, hier, on a 145 employés de plus qui sont revenus dans le réseau. Donc, ça continue de s'améliorer, mais il y a encore, c'est important de le dire, beaucoup de travail à faire. La plupart des postes sont comblés. Pour ça, quand on entend à propos de « je contribue », la plupart des postes sont comblés, mais par contre, c'est important de le dire, c'est qu'il y a 10 000 personnes qui ont été embauchés par « Je contribue », puis on a 1000 soldats. Donc, comme on peut le voir, il y a beaucoup d'employés qui n'ont pas toutes les qualifications habituelles qu'on exige. Donc, ça demeure très difficile dans le réseau de la santé. Et je veux dire quelques mots sur le syndicat de la FIC. Tantôt, devant nos bureaux, le syndicat des infirmières, la FIC, a fait une manifestation. Bon, évidemment, ça me déçoit. La principale revendication de la FIC, c'est d'augmenter les ratios, donc augmenter le nombre d'infirmières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis qu'on est au gouvernement, depuis 1 an et demi, on a beaucoup augmenté le nombre de postes, à peu près à tous les niveaux, infirmières, préposées et autres. Mais malheureusement, beaucoup de postes sont restés non comblés. Donc, c'est un peu théorique de dire qu'il faudrait augmenter encore plus le nombre de postes, alors que les postes qui sont déjà affichés ne sont pas comblés. Donc, je comprends là, que cette revendication-là est une revendication qui date d'il y a longtemps, mais il faut d'abord reconnaître qu'on a beaucoup augmenté les postes, puis les postes ne sont pas comblés. Comment on fait pour combler les postes? Bien, première chose, augmenter de façon permanente les salaires des préposés aux bénéficiaires. Je pense que c'est assez simple à comprendre que si demain matin,
on a plus de préposés aux bénéficiaires qualifiés, bien, ça va soulager une partie du travail des infirmières. L'autre problème qu'on a essayé de faire avec des primes temporaires, on est ouvert à en discuter pour les avoir de façon permanente, c'est d'encourager, d'inciter le travail à temps plein. Quand on pense à ça, il n'y a pas une organisation, là, publique ou privée, qui pourrait fonctionner comme on le fait actuellement avec la moitié de ses effectifs qui sont à temps partiel. Donc, il faut vraiment trouver des incitatifs financiers pour que les postes à temps plein, incluant les postes de nuit, de soir, de fin de semaine, soient comblés. Donc, on revient à toute la question aussi des augmentations de salaire différenciées. Il me semble que c'est le gros bon sens de dire on devrait plus augmenter le salaire des postes qui ne sont pas comblés que des postes qui sont comblés. Donc, puis, moi, je veux juste dire aux infirmières, là, je suis très conscient que les conditions sont difficiles. On ne peut pas travailler avec 10 000 employés nouveaux, pas nécessairement qualifiés, des milliers de postes non comblés, 10 000 personnes du réseau qui sont en congé de maladie ou en congé toujours. C'est clair que pour les infirmières qui restent, c'est très difficile. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on travaille ensemble, à la table, à essayer de dessiner des incitatifs pour attirer, pour combler les postes. On est ouvert à discuter des ratios, là. Donc, avant d'ajouter des personnes, bien, peut-on commencer par combler les postes qu'on a annoncés depuis 1 an et demi? On avait pris l'engagement en campagne électorale d'augmenter les budgets dans les CHSLD, dans les soins à domicile, un peu partout dans le réseau de la santé. On le fait, mais malheureusement, beaucoup de postes sont restés non comblés. Entre autres, beaucoup de postes de préposés aux bénéficiaires, puis beaucoup trop de postes sont à temps partiel. Donc, moi, je lance un appel au syndicat des infirmières, à la FIC, d'essayer de trouver ensemble des solutions pour que notre réseau fonctionne, pour que les conditions de travail soient moins difficiles pour les infirmières. Et donc, je pense que ça devrait se faire à la table plutôt que dans des manifestations devant mon bureau. Je conclus sur la situation quand même. Nombre de cas, nombre de décès, nombre d'hospitalisations, on le voit. On reprend tranquillement le contrôle sur le virus, mais la partie n'est pas gagnée. Ça, c'est important de le répéter. Le virus, la COVID-19 est toujours là. Le virus rôde, puis pas juste à Montréal, partout au Québec. Donc, c'est important de se protéger. C'est important de protéger les autres. Puis oui, on est content de déconfiner graduellement, mais si le virus se propage, recommence à se propager trop rapidement, bien, il va falloir remettre le Québec sur pause. Puis on ne souhaite pas ça personne. Puis pour éviter que ça arrive, bien, il faut respecter les consignes. Donc, rester à 2 mètres, rester à 6 pieds des autres personnes, mettre un masque, entre autres, quand on va dans le transport en commun, quand on va dans les commerces. Puis je ne parle pas seulement de Montréal, partout au Québec. Donc, mettre le masque quand vous vous retrouvez dans un lieu public où il y a plusieurs personnes. Mes remerciements du jour, bien, c'est la Journée nationale des préposés aux bénéficiaires. Je le disais tantôt, ça fait longtemps qu'on essaye d'augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires. En plus, les préposés travaillent dans des conditions qui sont difficiles parce qu'il y a beaucoup de postes de pas comblés. Il y a 10 000 personnes qui n'ont pas nécessairement toute la formation pour travailler actuellement dans le réseau de la santé, mais qui viennent donner un coup de main. Puis d'ailleurs, je les remercie eux autres aussi, mais je veux quand même dire toute mon admiration pour les préposés aux bénéficiaires. C'est un poste qui a été trop longtemps sous-valorisé. Il faut trouver une manière de mieux les payer. Il faut trouver une manière que dans notre société, les préposés aux bénéficiaires soient vus comme étant des personnes qui font un travail qui est important auprès des personnes vulnérables
qui en ont besoin. Donc, je veux évidemment profiter de la journée pour remercier tous les préposés aux bénéficiaires. Puis je pense que la meilleure façon de les remercier, c'est de suivre les consignes. C'est une question de respect. Il y a du monde qui travaille fort dans le réseau de la santé. C'est pas le temps d'aller envoyer des gens dans les hôpitaux de façon inutile parce qu'on n'a pas respecté les consignes. Donc, on doit jouer en équipe. Puis, comme on dirait au hockey, c'est pas le temps de pogner une punition niaiseuse puis perdre le match, là. Donc, on veut être certain que tout le monde suive les consignes et je compte sur les Québécois. On est capable de se tenir ensemble, puis en même temps, on va se trouver à appuyer les gens qui sont dans le réseau de la santé. Merci. Good afternoon. Bonjour. La situation demeure stable dans nos hôpitaux. Le nombre de décès continue de s'abaisser depuis quelques semaines et nous avons le plus faible nombre de nouveaux cas depuis le 11 avril. C'est donc encourageant, mais il n'est pas le temps de baisser la garde. Le virus est encore là, non seulement à Montréal. Il nous faut continuer de nous protéger et protéger les autres. Si jamais il y a une résurgence de la contagion, nous devrons appliquer les freins et nous remettre en pause. La meilleure façon de stopper la contagion, c'est de respecter les consignes sanitaires. Je vous invite, je vous demande à porter un masque en public, surtout dans les transports collectifs et les boutiques. Il nous faut également continuer de respecter la distance. Nous nous dirigeons dans la bonne direction, mais ce n'est pas le temps d'arrêter nos efforts. Je compte sur vous tous. Merci. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Allô? Nous commençons avec Isabelle Porter, Le Devoir. Oui, je ne peux pas vous parler, je suis pris. Désolé. Ma question est pour M. Arruda. On se prépare à déconfiner dans le secteur commercial à Montréal. Ça fait à peu près 2 semaines que ça s'est fait ailleurs au Québec. Qu'est-ce qu'on sait sur l'impact qu'a eu le déconfinement commercial à l'extérieur de Montréal, l'impact que ça a eu sur les cas, sur la contamination? Écoutez, les choses vont bien. C'est clair que déconfiner entraîne un risque plus grand de virus qui se transmettent. Ça, on s'attend à ça. Mais il n'y a pas eu de situation qui nous permette de dire qu'on a été hors contrôle. Il peut y avoir des éclosions. Je me souviens qu'il y a eu des éclosions dans une usine de transformation de viande, mais qui a été mis sous contrôle. Il y a eu quelques cas, je vous dirais, qui ont pu apparaître dans des garderies, mais sans impact à la santé important. Donc, actuellement, le déconfinement à l'extérieur de la CMM fonctionne de la façon dont on s'y attendait. Dans les faits. Parce que c'est clair, déconfiner veut dire automatiquement une certaine transmission, mais on n'a pas eu de foyer important autre que ce qui est attendu comme tel, puis on n'a pas eu non plus, je vous dirais, de situation hors contrôle. Donc ça, c'est adéquat. C'est important, par contre, même en région froide, de respecter les consignes, parce que autant, moins il y a de distanciation, plus il y a des contacts, plus il peut y avoir certains risques. L'autre élément aussi, c'est particulièrement aussi dans la région de Montréal, par contre, comme on sait que la situation elle est beaucoup plus fragile, puis qu'il y a des zones de transmission chaude, bien là, c'est pour ça qu'on prend des délais, pour voir comment est-ce qu'on est capable de rentrer en contrôle de ces situations-là dans la région métropolitaine. Merci. Une question pour M. Legault. Concernant les négociations avec les syndicats sur la rémunération des préposés, ça fait des semaines, dans le fond, que vous nous dites que les syndicats refusent de faire une entente à part sur les salaires des préposés. Or, tous les signes laissent croire que c'est plutôt le président du Conseil du Trésor qui est... il y a un tweet du 8 mai ou 9 mai dans lequel le président du Conseil du Trésor écrit noir sur blanc qu'il n'y aura pas de rémunération, d'entente sur la rémunération des préposés sans une entente globale avec tous les employés du secteur public. Donc là, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Puis comment est-ce que vous le justifiez? Bon, d'abord, bonne nouvelle, c'est un pas dans la bonne direction. Vous avez probablement vu, comme moi, que la FTQ accepte l'augmentation de 12 pour les préposés aux bénéficiaires. Ça, c'est le bon côté de la nouvelle. Le mauvais côté de la nouvelle,
c'est qu'on continue d'exiger qu'il y ait un effet domino sur d'autres postes. Et c'est là qu'il y a le problème. C'est que, dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est des offres différenciées. Donc, on veut être capable qu'il n'y ait pas, en tout cas, autant d'impact sur les autres postes que ce que demandent les syndicats. Donc, on parle vraiment d'offres différenciées. Mais je suis content au moins que la FTQ dit on est d'accord avec le 12 % pour les préposés aux bénéficiaires. Mais pour signer avec la FTQ, il faut être capable aussi, toute la question des rangements, bien, que ça soit dans l'entente. Maintenant, question pour Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour à vous trois. On a vu qu'il y a plus de tests, mais il n'y a pas plus de cas, contrairement à ce que vous peut-être aviez prévu. Est-ce que c'est juste des bonnes nouvelles ou il faut se questionner sur la stratégie de dépistage? Mais moi, je pense qu'il est encore trop tôt pour constater les choses. Je pense qu'on est en train de continuer une opération, je vous dirais, de testage des personnes dans les CHSLD et notamment, particulièrement aussi des travailleurs de la santé. Ça démontre aussi que quand même, il y a eu une bonne proportion de tests qui étaient faits, malgré le fait qu'on avait l'impression que c'est pas tout le monde qui avait été testé, là. Il y avait quand même une bonne proportion. Il y a toujours aussi des fois des petites baisses dans le nombre de tests qui sont faits dans les week-ends, les grandes fins de semaine. Je pense qu'il est un peu trop tôt. C'est sûr on peut avoir une diminution de courbe d'un certain côté par rapport à, par exemple, la transmission dans les CHSLD, puis on pourra avoir une transmission communautaire qui vient contrebalancer. Là. Fait qu'il est trop tôt. Il faut faire des analyses plus fines, et ça, on va le faire avec les régions concernées. Fait que dans le fond, je pense que ce qui est bon, c'est qu'on n'est pas en train de revoir une augmentation, mais de toute façon, je vous le dis tout de suite aussi, on voit les effets des déconfinements, où on peut voir les effets des taux d'hospitalisation 15 jours plus tard. Fait que c'est pour ça qu'on est prudent, puis qu'on demande aux gens de collaborer, là, en se disant « Ah, c'est bien beau les décès. » Justement, les décès sont stables, en train de chuter, mais j'aimerais ça qu'ils soient encore plus par en bas que ce qu'on est là au moment qu'on déconfine. Mais on surveille ça de jour le jour, et comme le disait le premier ministre, on a annoncé les dates. Si la situation est réévaluée puis qu'on ne peut pas maintenir le cap, on reportera tout simplement. Mais j'aimerais ça, comme le dit le premier ministre, qu'on écoute les consignes pour pas qu'on aille à revenir en arrière. Ça serait... Puis je peux vous dire, puis pour ça, là, c'est véritablement... On n'est plus dans la pause, on est dans une réouverture, mais on n'est pas dans un relâchement de la distanciation. On n'est pas dans un relâchement de la distanciation, puis on doit maintenir les mesures d'hygiène, d'étiquette respiratoire et de port du masque en public si on ne peut pas respecter le 2 mètres. Merci. Madame la ministre, je me demandais quel bilan vous faisiez de l'implication des médecins dans les CHSLD. Là, vu que les chirurgies électives reprennent peu à peu, je comprends qu'il y en ait moins, mais on s'est rendu jusqu'à combien? Puis quel bilan, en fait, de ça? Est-ce que c'est positif ou c'est un échec? Ou... Non, moi, je pense que c'est positif. Je pense qu'on a eu, là, de mémoire, 2000 médecins spécialistes et 1000 omnipraticiens en tout et partout. Mais évidemment, là, c'est pas du temps plein. Là, hein? C'était des gens qui venaient, ça pouvait être pour un quart de travail, ça pourrait être pour deux. C'était... je pense, la plupart du temps, à temps partiel, mais écoutez, ça nous a aidés certainement. On en a encore une centaine par jour là, qui viennent nous aider. Puis effectivement, les activités, comme vous dites, reprennent là, dans les hôpitaux, notamment les chirurgies. Alors, il y en a beaucoup qui sont retournés, mais je pense que dans la période où on en a eu davantage, là, qui sont venus nous aider, ça a fait une différence. Ça a fait une différence. Maintenant, question pour Mathieu Dion, Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Est-ce que vous pourriez nous donner un horizon quant à la réouverture des soins personnels comme les dentistes, les salons de coiffure, les campings, restaurants, centres d'achat et tours à bureau aussi, parce que c'est pas fait pour tout le monde, le télétravail. Il y en a beaucoup qui se posent des questions. Pourriez-vous nous donner un horizon? Bon, juste vous dire, d'abord, au cours des prochains jours, donc je l'espère cette semaine, on va être capable d'annoncer des nouvelles pour les services, les coiffeurs, les massothérapeutes, les camps de jour, les rassemblements. Donc, je vous demande d'être patient. Là, on travaille là-dessus. On devrait être capable d'annoncer ça dans les prochains jours. Question sur le PEC maintenant, le programme d'expérience québécoise. Son resserrement, est-ce qu'il va passer par une exigence plus élevée pour ce qui est des années d'expérience pour les diplômés
et les travailleurs temporaires et pourquoi c'est nécessaire de procéder de cette façon, le cas échéant? On est encore en analyse sur le PEC. Donc, le dossier n'est même pas encore arrivé au Conseil des ministres. Donc, il y a plusieurs scénarios qui sont regardés. C'est certain qu'on veut des étudiants étrangers. Bon, concernant l'immigration de façon générale, pour l'année prochaine, on n'exclut pas de réduire les seuils. Maintenant, question pour Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous, Monsieur le Premier ministre, Madame McCann, M. Arruda. Madame la ministre, une note de service circule à la Cité de Laval. Vous avez été mis au courant, là, qui date du 15 mai, où on dit que les gens peuvent passer, il me semble que ça fait 50 fois que vous le dites, là, peuvent passer de zone froide à zone chaude. Même il y a une préposée aujourd'hui à Fernand-Laroche qui a refusé d'y aller en disant à son syndicat, moi, c'est pas vrai, je vais passer d'une zone chaude à une zone froide. Qu'est-ce que vous allez faire pour faire passer le message? Parce que c'est normal que ça arrive encore. Bien, écoutez, oui, je suis au courant de la situation. Puis là, je vais essayer d'être assez clair, le plus clair possible, parce que c'est pas simple. D'abord, il est vrai que j'ai toujours répété, et je le répète encore, que dans les CHSLD, il faut qu'il y ait des équipes dédiées. Donc, des gens qui travaillent en zone chaude seulement, d'autres équipes qui travaillent en zone froide seulement. En CHSLD, c'est fondamental. On a là des espaces plus restreints. On a là des personnes qui sont très vulnérables, on le sait. Alors, ça demeure une orientation qui doit être appliquée partout en CHSLD. En milieu hospitalier, on parle de d'autres choses. Puis on parle, dans la note dont on fait mention, d'un secteur en particulier, la néonatologie, mère-enfant et pédiatrie. Mais ce que je veux vous dire par rapport au secteur hospitalier, c'est que la situation est un peu différente. C'est clair que dans la même journée, on ne peut pas passer d'une zone chaude à une zone froide. C'est proscrit. Mais quand on revient le lendemain, après, évidemment, avoir changé de vêtements, avoir pris une bonne douche, être lavé complètement, on peut revenir en zone froide, mais avec tout l'équipement de protection aussi. Et on sait que dans le milieu hospitalier, les gens sont très habitués au matériel de protection complet, visière, jaquette, gants, masques. Alors, et c'est partout maintenant. Au niveau du secteur hospitalier, tout le matériel de protection doit être porté et dans les zones froides et dans les zones chaudes. La même journée, jamais passer d'une zone chaude à une zone froide. Le contraire, par exemple, de passer d'une zone froide à une zone chaude dans la même journée, si par exemple il y a un temps supplémentaire, ça peut arriver. Mais l'envers, là, de passer d'une zone chaude à une zone froide, proscrit complètement dans la même journée. Je ne sais pas si c'est assez clair, là, mais c'est une gymnastique qui est très, très importante au niveau de la prévention des infections. Et vous voyez que je fais une différence entre les CHSLD et le secteur hospitalier. Restons dans le secteur hospitalier. Vous avez annoncé hier une reprise graduelle des chirurgies dans la région de Montréal à 40 %, 70 % en zone médiane et ailleurs à 100 %. Est-ce que vous avez l'équipement nécessaire pour faire en sorte qu'il y ait une reprise à 100 % à l'extérieur? Oui, je pense que l'équipement, on a résolu beaucoup des problèmes qu'on avait au départ d'approvisionnement et on est capable aussi au niveau des médicaments. Parce qu'on a eu aussi cette situation, cet enjeu. Ça s'est résorbé, mais c'est pas non plus une situation il faut absolument la suivre de façon très rigoureuse. On a fait aussi des changements dans nos processus. Et ça me permet de vous dire aussi que pour Montréal, même si j'ai dit, la grande région de Montréal, que c'est à 40 % pour le moment, ce qu'on souhaite avec l'évolution des choses, plus de personnel disponible, par exemple, mais aussi des ententes avec des cliniques privées, des centres médicaux spécialisés, allonger des heures de travail, la fin de semaine, le soir. Avec ces stratégies-là, peut-être aussi opérer des gens dans d'autres régions, qu'on va aller au-delà du 40 % bien sûr. Alors, ce qu'on dit, c'est que maintenant, on a la capacité pour un 40 %, mais avec d'autres stratégies, on va aller plus loin.
Et on va avoir les données plus spécifiques à la fin de la semaine. Je pourrais vous en reparler lundi probablement sur les plans des différents établissements pour reprendre la chirurgie. Maintenant, question pour Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, M. le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda. Bon, il semble y avoir des statistiques intéressantes. Hier, c'était 34 morts. Aujourd'hui, c'est 51. Évidemment, c'est regrettable, mais c'est moins élevé que ce qu'on a connu depuis quelques semaines. Aujourd'hui, le nombre de nouveaux cas baisse également. Qu'en est-il de la situation des CHSLD? Est-ce qu'on note également dans la région de Montréal, entre autres, une amélioration là aussi? Est-ce que les cas sont moins importants? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation critique-là? Ouais, je pourrais vous dire de façon générale que le nombre de CHSLD qui ont plus de 15 de personnes infectées a quand même pas mal diminué. Donc, ça, c'est encourageant. Par contre, il y a des nouveaux CHSLD qui ont quelques cas, donc des CHSLD qui sont nouvellement infectés. Donc, la situation, de certains points de vue, va mieux, puis dans d'autres, va moins bien. Donc, il y a encore du travail à faire. Je ne sais pas si, Daniel, tu voulais rajouter. Oui. Puis, on fait un travail considérable au niveau de la prévention des infections qui va se traduire par un plan substantiel de pratiques en prévention des infections dans les CHSLD. Pour que ça reste là, pour le futur. Là. On va donner des moyens aux CHSLD d'instaurer des pratiques de prévention des infections encore plus fortes. C'est en cours maintenant. On a davantage de personnel qui s'occupe de la prévention des infections. On remet du personnel qui, malheureusement, avait été coupé dans les années précédentes, des infirmières en prévention des infections. On a même la Croix-Rouge qui nous aide là-dessus. Et des conseillers aussi au niveau des infirmières, des conseillères en sciences infirmières. Donc, un plan vraiment complet en prévention des infections qui va rester, qui est permanent au niveau des CHSLD et qui s'instaure actuellement. Si vous permettez, Madame la ministre, Monsieur le Premier ministre, je trouve ça important aussi de mentionner là, que c'est un virus qui est malicieux. Il est encore présent au Québec. Là. Il n'est pas disparu. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on le comprenne, même dans les zones froides. C'est important de respecter les consignes de distanciation, etc. On va avoir des cas de personnes âgées qui vivent à domicile. On va avoir des cas de personnes âgées qui vivent dans les résidences pour personnes âgées. On n'espère pas avoir des cas en quantité pour qu'un CHSLD ou un RPA, toutes les unités soient atteintes. Mais c'est très important que vous compreniez que ce virus-là, il pourrait venir d'un de vos propres enfants qui ne sait pas qu'il est infecté, puis qui, pour bien faire, va peut-être venir et éviter la distanciation. Fait que si vous êtes à risque, si vous avez des maladies chroniques, c'est important encore plus de respecter les consignes parce que c'est dans la communauté qu'il va finir par arriver. Il n'est pas disparu. Il est là. C'est un malicieux. Il rentre chez vous, puis vous ne savez pas, puis vous êtes déjà en train de contaminer d'autres personnes. Je ne veux pas faire peur, mais je veux qu'on soit conscient de ça parce que la problématique des CHSLD, elle a été très importante. On a eu beaucoup de problèmes. Puis ce qu'on veut éviter, c'est que ça se répète dans d'autres types de milieux. Et même si vous êtes à la maison, mais que vous avez un certain âge, que vous avez des maladies chroniques, mais si vous ne respectez pas les consignes, vous pourriez être un malheureux décès de plus. Moi, j'ajouterais qu'évidemment, on ajoute du personnel, bien entendu. Alors, ça aussi, c'est des choses qui vont rester pour le futur. Et donc, on veut que la situation s'améliore, puis on va continuer aussi de travailler au niveau du maintien à domicile. Parce que, comme le dit le Dr Arruda, ça, c'est l'autre endroit où il faut être extrêmement prudent et avoir des pratiques rigoureuses. Et je veux mentionner aussi la présence des médecins de famille, là. Les médecins de famille en CHSLD et à domicile. D'ailleurs, c'est la journée internationale des médecins de famille aussi, comme c'est la journée internationale des préposés aux bénéficiaires et des inhalothérapeutes. Les médecins de famille, c'est fondamental là, en CHSLD puis au maintien à domicile. Alors, ce sont des choses qu'on veut renforcer à partir de maintenant. Là, on travaille déjà là-dessus et pour la suite des choses.
Est-ce que vous avez évalué l'impact que ça va avoir sur le budget de la santé, toutes les mesures qui vont rester? Je ne parle pas là, de ce que vous avez dépensé dans la situation d'urgence, mais parce que là, bon, vous dites on va instaurer de nouvelles pratiques en prévention. Il va y avoir davantage de ce qu'on comprend de personnel en CHSLD, dans les hôpitaux également, pour essayer de ramener les situations dont on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas normales, là. Quel va être l'impact de l'augmentation sur le budget du ministère de la Santé? Est-ce que vous êtes en mesure de l'évaluer en ce moment? OK. Des mesures qui vont rester. Ouais. D'abord, dans les mesures qui ont été mises en place, là, il y en a pour à peu près 3 milliards. La grande majorité, ce sont des mesures qui sont non récurrentes, là. Par contre, je l'ai dit, on veut faire une réforme dans les CHSLD où il y aura des dépenses récurrentes qui seront ajoutées. Il faut aussi se rappeler que depuis 1 an et demi, on a augmenté de façon importante les budgets en santé, que ce soit les soins à domicile, que ce soit les CHSLD, que ce soit dans les hôpitaux. Mais par contre, une grande partie de ces budgets-là n'ont jamais été dépensés. Donc, je reviens un peu à ce que je disais tantôt. C'est que malgré les efforts budgétaires qu'on a faits, on s'est ramassé le 31 mars, à la fin de l'année, avec beaucoup d'argent pas dépensé parce que les postes n'ont pas été comblés. Donc, c'est certain que si déjà on arrivait, c'est assez drôle de dire ça, là, mais à dépenser l'argent qu'on veut dépenser en santé, bien déjà, on aurait des milliers de postes de plus dans le réseau de la santé. Mais le gros défi qu'on a actuellement, c'est de combler les postes. Donc, ça prend les meilleurs salaires pour les préposés aux bénéficiaires. Mais, comme je disais tantôt, c'est certain que s'il y a plus de préposés aux bénéficiaires, ça rend les conditions de travail plus faciles pour les infirmières. Donc, ça rend les postes d'infirmières plus attirants aussi. Là, actuellement, c'est pas trop attirant d'aller dans le réseau de la santé parce qu'il y a moins de personnes qui font la job, qui devrait être faite par plus de personnes, donc qui travaillent plus fort encore. Donc, c'est comme un cercle vicieux parce qu'il manque de personnes, parce qu'il y a des postes de pas comblés. La job est encore plus difficile. Et, M. le Premier ministre, oui. si vous permettez, aussi, on a hâte de voir là, la prime au temps plein là, qui a été instaurée. On devrait avoir des nouvelles à la fin de la semaine, à savoir l'impact que ça a eu, parce qu'on a plus de 50 Bien, pour le moment, là, on veut voir l'impact. On va voir pour la suite ce qu'on fera. Il faut avoir une entente avec le syndicat. Oui. Et il faut avoir une entente avec le syndicat, mais on veut voir si ça a trouvé preneur aussi, parce que c'est plus de 50 de notre main-d'œuvre là, qui est à temps partiel. C'est sûr que s'il y en a une partie qui arrive à temps plein, ça va beaucoup nous aider. Alors, on devrait avoir des nouvelles au début de la semaine prochaine là-dessus. C'est en question pour Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Votre homologue de l'Ontario a annoncé qu'il allait déclencher une commission d'enquête sur les centres de soins de longue durée de sa province en raison de ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes ouvert à faire le même exercice ici au Québec? Oui, absolument. Je l'ai déjà dit. Bon, ce que je note, c'est que Doug Ford a annoncé une commission d'enquête qui ne serait pas publique, dont les travaux commenceraient seulement au mois de septembre. Donc, nous, on est en train de réfléchir, là, je l'ai dit, une fois qu'on va être en contrôle de la crise après. La crise, on n'exclut rien. Donc, on va trouver une manière d'aller au fond des choses, voir ce qui est arrivé, mais sans non plus perdre du temps, parce qu'il y a des solutions qu'on connaît déjà, là, qu'on veut appliquer au cours des prochains mois. Maintenant, il y a encore des CHSLD, donc, où il y a des éclosions de COVID-19. Bon, il me semble que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on sait qu'il y a des mesures de protection qui, normalement, doivent être prises pour éviter que le virus entre dans un CHSLD. Est-ce que vous avez identifié l'origine des nouvelles éclosions dans les CHSLD, ceux qui s'ajoutent, donc, à la liste, là? Il y a toujours une analyse qui est faite par la santé publique puis par l'équipe du réseau de la santé. Et ce qu'on voit, c'est que après 2 mois, là, c'est que les équipes là, savent quoi faire quand il y a une éclosion. Mais il faut voir l'origine, bien entendu. Ça, c'est très, très important. Mais aussitôt que ça se passe, on sait quoi faire. Alors, on met les mesures en place et ça a un effet de
juguler, de stopper la propagation parce qu'on sait quoi faire rapidement. Alors, évidemment, il faut analyser qu'est-ce qui s'est passé et ça peut être des sources différentes d'une situation à l'autre. Docteur Arruda? Écoutez, on pourrait regarder un peu comme dans l'influenza. Ça peut être des visiteurs qui peuvent être la source parce que ça circule dans la communauté. Ça peut être un travailleur de la santé qui est asymptomatique, mais qui va développer ses symptômes par ailleurs. Fait que c'est tout simplement parce que c'est un milieu qui est semi-fermé, mais il n'est pas fermé complètement. Donc, des interactions peuvent se faire. Ça peut être parce qu'un patient est allé à l'extérieur pour aller chercher d'autres types de soins et a été infecté, puis incube. C'est tout ça qui peut faire le mélange. Je peux vous dire, c'est que ce qu'on sait en termes de dynamique générale, la première vague est associée à des gens qui avaient fait des voyages asymptomatiques, qui sont revenus, qui sont travaillés. Après ça, il y a des gens qui sont allés de certains centres à l'autre parce qu'ils travaillaient dans des agences qui étaient infectées, pas de symptômes, puis qui ont transmis la maladie. Là, actuellement, je vous dirais, ça pourrait être de différentes sources. C'est sûr que là, actuellement, si vous me permettez, compte tenu qu'on a un peu mieux, on est mieux, mais c'est pas encore terminé, mais beaucoup mieux réglé la question de capacité, puis de traitement, puis de soins, puis de ne pas faire affaire avec des agences, puis de gens qui se déplacent à une autre, sans que ce soit impossible complètement quelquefois, bien, on est en mesure d'avoir... Il va y avoir des cas. Il va y avoir des cas dans les CHSLD. Ce qui va être important, c'est de les contenir le plus rapidement possible et de mettre en pratique les applications. C'est pour ça que les équipes dédiées, les équipes PCI vont jouer un rôle majeur. Mais de vous dire que c'est impossible que ça rentre dans aucun CHSLD, là, je pense que c'est difficile. Ce qu'il faut éviter, c'est que ça rentre puis qu'on aille dans 3 jours 800 cas. Bon, 800 cas. Les CHSLD n'ont pas cette dimension-là là, comme telle. Mais c'est là qu'il faut regarder la tendance parce que ce qu'on s'aperçoit, comme par exemple aujourd'hui, qu'il y a un peu moins de travailleurs infectés. J'espère que ça va continuer. Parce que l'élément fondamental là-dedans, c'est la formation. C'est pas simple. C'est pas simple, la prévention des infections. Comment revêtre l'équipement de protection? Comment l'enlever? À quel moment? C'est toute une opération et il faut tendre vers la perfection autant que possible. On ne l'atteint jamais. Donc, il y aura probablement encore un peu d'éclosion, mais on veut que ce soit le moins possible et que tout le monde soit formé à 100 %. Si vous me permettez, Madame la Première ministre, l'autre complexité, c'est qu'une fois que vous avez pu être à travers de la santé, Madame la Première ministre, Madame la ministre, Monsieur le Premier ministre, excusez-moi, parce que j'ai vu les deux, là, puis les deux mots sont mêlés, en voulant aller trop vite. Quand on est travailleur de la santé, si on ne respecte pas les consignes quand on est rendu chez soi, on peut aussi attraper la maladie de la communauté. Fait que c'est ça, là, vous voyez les dynamiques de complexité, puis encore mes excuses, Monsieur le Premier ministre du Québec. Il n'y a pas d'offense. Maintenant, si vous me permettez, je me réserve une question pour moi. Patrice Bergeron, la presse canadienne. Pour revenir sur la question donc des négociations dans le secteur public, la FTQ a donc déposé une offre, on en a parlé tout à l'heure, 2 % par an pendant 3 ans, avec le 12 % d'augmentation pour les préposés. On réalise que c'est vraiment pas loin de l'offre que vous avez vous-même déposée, 1,75, 1,5, je crois. Qu'est-ce qui vous manque pour signer, pour dire oui à cette offre-là, M. Legault? Bien, je le disais tantôt, c'est l'impact de l'augmentation de 12 % des préposés aux bénéficiaires sur le rangement des autres postes. Là. Donc, c'est là qu'il y a encore des discussions à avoir, entre autres. Également, vous avez évoqué tout à l'heure donc les dates de déconfinement pour certaines professions, notamment salon de coiffure, esthétique, etc. Vous avez dit hier que vous avez eu une réunion en soirée pour fixer un calendrier avec des dates précises, sport d'équipe, rassemblement, etc. Est-ce que cette réunion-là, notamment, s'est passée avec la santé publique pour approbation? Et puis, est-ce que vous êtes arrivé à un calendrier précis maintenant? La réunion a eu lieu. Il y a encore des discussions à y avoir. Et ce que je disais tantôt, c'est qu'on devrait être en mesure, dans les prochains jours, de pouvoir déposer ce plan. Maintenant, dernière question pour Patrick Belrose, Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. Monsieur le Premier ministre,
Comme vous mentionnez tantôt, c'est la journée des préposés aux bénéficiaires. Je me demandais, est-ce que vous prévoyez quelque chose pour honorer les préposés aux bénéficiaires qui sont décédés dans le cadre de la pandémie, et donc d'une façon symbolique dans un premier temps? Et est-ce qu'on pourrait aussi indemniser ces travailleurs-là ou en fait leurs survivants? Bon. J'ai demandé effectivement à quelques personnes là, de regarder comment on peut rendre hommage à toutes les personnes qui sont décédées, aussi aux employés du réseau de la santé qui sont décédés. Donc, c'est sous analyse actuellement. Bon, vous avez vu qu'on a rendu hommage puis qu'on a aussi mis le drapeau en berne mercredi dernier avec l'appui de toutes les partis d'opposition. Donc, on est en train de regarder là, ce qui peut être fait à la mémoire de toutes ces personnes-là. Et pour ce qui est d'un aspect de dédommagement, disons, pour ces gens-là qui ont été au front? Je ne suis pas au courant là, de cette partie-là. Sur les seuils d'immigration, pour juste donner un ordre de grandeur de la baisse des seuils, est-ce qu'on va passer sous le 40 000 un peu symbolique là, dont on parlait? Il est encore trop tôt là, pour dire exactement. Il faudrait d'abord voir. D'abord, il n'est pas question de changer les seuils pour 2020. Donc, ça, c'est la première chose. Pour ce qui est de 2021, bien, la première question à se poser, c'est à combien s'établira le taux de chômage en 2021? C'est difficile d'avoir une réponse exacte. Donc, on va d'abord essayer d'avoir le maximum de spécialistes qui vont répondre à cette question-là, puis ensuite ajuster, avoir des discussions avec le gouvernement fédéral. Mais non, excusez, c'est parce que là, on peut pas relancer tout le temps les questions. Ça demande une certaine discipline à tout le monde, là. Vous en avez parlé beaucoup. On est rendu à la période de questions en anglais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Collègues, bon, alors, nous en sommes maintenant à la période de questions en anglais. Phil Autier, de Gazette. Good day. Bonjour. Vous avez mentionné qu'il y a une nouvelle éclosion dans un CHSLD. Pouvez-vous nous donner davantage de détails, s'il vous plaît, sur l'endroit de cette éclosion? Madame McCann vient de dire que les équipes sont mieux formées et arrivent à mieux maîtriser les flambées. Mais avez-vous plus de renseignements? Réponse. C'est arrivé tout récemment dans 2 résidences dans la région de Québec. Dans la ville de Québec? Exact. J'ai eu le rapport à cet égard et comme j'ai déjà mentionné en français, les équipes sont très bien formées maintenant pour circonscrire toute propagation, donc les mesures ont été prises. Question, est-ce qu'il y a eu des décès? Réponse, je n'ai pas les détails parce que c'est tout récent. Par conséquent, je n'ai pas les chiffres que vous demandez. Monsieur Legault, Dr Arruda, vous avez dit tous les deux qu'il nous fallait faire preuve de prudence. On ne veut pas avoir une pénalité au pire moment dans un match de hockey. Quelle est votre évaluation de la situation qui est prévue à Montréal maintenant quant à la transmission communautaire? Est-ce que c'est maîtrisé comme situation? Et comment Montréal se porte-t-elle? Réponse. Je crois que les indicateurs de Montréal sont à la baisse, une baisse lente, c'est vrai. Donc, la situation est maîtrisée. Je dirais qu'il y a de la transmission active, surtout dans certains secteurs de la ville. Je ne peux dire on n'a pas perdu la maîtrise, mais la situation est fragile. C'est pourquoi le fait de rajouter à la situation pourrait mener au débordement. Et cela, ce serait problématique pour notre capacité de notre milieu hospitalier ou même des responsables de la santé publique. Donc, pour la relance, pour le déconfinement, il y a des phases à suivre. Et il est important de les suivre, même quand nous disons, et vous savez, avec la belle météo et tout le temps qu'on a passé en dedans, on en a tous marre de cette pandémie. On veut revenir à la vie normale. Hélas, il est trop tôt, car ce faisant, nous allons perdre ce combat. Et cela veut dire qu'il faudra reprendre le confinement. Alors, ce ne serait pas une bonne nouvelle. C'est pourquoi je vous implore d'écouter. Et ce n'est pas parce que nous ouvrons un secteur que
votre secteur est fermé que vous pouvez prendre l'initiative. Et en lien avec ma réponse toute précédente, j'oublie toujours quelque chose. Il y avait également une éclosion à Montréal, dans la partie ouest de l'île de Montréal, donc à Côte-Saint-Luc, mais la situation là est maîtrisée. C'est un étage particulier, il n'y a pas de décès de signaler, les gens ont été testés et toutes les mesures nécessaires ont été adoptées. Je voulais rajouter cela. Bonjour. L'Ontario, comme vous le savez, a ordonné une commission indépendante pour faire enquête sur les soins de longue durée après plus de 1400 décès liés à la COVID. À titre de premier ministre qui vit et traverse la crise, à quel point est-ce important pour vous de donner aux résidents et à leurs êtres chers la voix, les réponses et les changements qu'ils méritent? Et une commission indépendante pourrait-elle correspondre à vos attentes ou est-ce que vous en voulez davantage? Réponse? Pour l'instant, cette décision n'a pas été prise. Nous n'excluons certainement pas l'idée d'une commission. Maintenant, quelle forme prendra-t-elle? Nous savons déjà qu'en Ontario, ce n'est pas une commission publique. Nous ne savons pas les gens qui vont siéger sur ce comité ou cette commission. Nous savons qu'ils ne commenceront pas leurs travaux avant le mois de septembre. Donc, je crois que pour moi, il serait bien d'attendre quelques semaines et de prendre une bonne décision et de faire une annonce pour mettre tous les détails sur la table à la fois. Pour l'instant, on n'exclut pas cette façon d'opérer. Bien sûr, j'aimerais savoir tout à fait ce qui est arrivé, aller au fond des choses. Et puis, quelles sont les solutions envisageables, les changements qu'il nous faut apporter afin de s'assurer que cela ne se reproduise guère? Deuxième question. Sur la chaîne Reitmans, après Aldo... Pardon, c'est Reitmans, l'accent, c'est moi. Désolé. Donc, Aldo, n'est-ce pas, il y a quelques jours? Désolé. Maintenant, vous savez que Reitmans cherche la protection en vertu de la loi sur les créanciers. Ce plan est nécessaire en lien avec la pandémie. Le PDG a dit que c'est la décision la plus difficile qu'ils ont eu à prendre sur le plan organisationnel après plus de 100 ans en affaires. Quelle est votre réaction personnelle comme ancien homme d'affaires? Réponse, j'ai rencontré Pierre Fitzgibbon hier après-midi et on parlait justement du commerce au détail. Ce n'est pas chose facile, savez-vous, parce que vous avez le gouvernement fédéral d'un côté, vous avez également les propriétaires des différents immeubles. Certains sont gentils, voire généreux, ils comprennent la situation. Ils ne sont pas trop durs à exiger le loyer. D'autres sont moins tolérants, plus exigeants. Donc la situation est vraiment épineuse. Moi, je comprends ce que c'est pour ces entreprises, pour ces dirigeants d'entreprises. Il nous faut trouver une façon de les aider de façon correcte pour s'assurer que le plus grand nombre pourront rouvrir. Mais dans certains cas, maintenant, il nous faut également composer avec les propriétaires des avoirs. Donc, nous travaillons là-dessus. J'espère que d'ici quelques semaines, nous pourrons annoncer quelque chose. Mais Pierre Fitzgibbon travaille d'arrache-pied afin de s'assurer que le plus grand nombre de détaillants, y inclut de grandes chaînes comme Reitmans, pardon, voilà, et d'autres puissent s'en sortir. Nous voulons qu'ils survivent, c'est clair. Peut-être le dire en français. J'ai eu une rencontre hier après-midi avec le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, pour discuter, entre autres, de la situation dans le monde du commerce de détail. Et il y a plusieurs enjeux qui ne sont pas faciles à mettre ensemble. D'abord, il y a la contribution du gouvernement fédéral,
Puis il y a aussi la place des propriétaires d'immeubles, de centres d'achat, qui n'ont pas tous eu la même réaction suite à la crise qu'on vit actuellement. Donc, on veut évidemment que le maximum de commerce de détail soit en mesure de réouvrir, surtout qu'on parle là, de réouverture le 25 mai, puis on l'espère bientôt dans les centres d'achat. Il y a aussi la tendance de fond sur la vente en ligne. C'est possible que la vente en ligne passe de 10 à 20 à 30 donc qu'au total, qu'il y ait moins de besoin pour de l'espace de commerce de détail. Donc, il faut essayer de tout mettre ça ensemble, prendre les meilleures décisions. Évidemment, il y a les grandes chaînes, il y a les petits magasins en région, à certains cas. Donc, chaque cas est différent. On est en train de voir là, comment mettre en place un programme qui serait complémentaire à ce qui se fait au gouvernement fédéral. Samuel Pouliot, CTV. Bonjour. Le Canada et les États-Unis se sont mis d'accord pour prolonger la fermeture de la frontière. Êtes-vous satisfait dans cette décision? Est-ce que vous voudriez que ce soit prolongé davantage? Réponse. Premièrement, je suis très content. C'était une demande que j'avais formulée en rencontrant M. Trudeau à quelques reprises depuis quelques semaines. Donc, je suis content que nous aurons au moins un autre mois d'interdiction de franchissement de la frontière. Pour ma part, j'aimerais un autre mois, le mois de juillet, par exemple. Je pense que jusqu'à ce que nous ayons vraiment la maîtrise de la situation, la dernière chose que nous voudrions, ce sont des New-Yorkais qui viennent à Montréal et ainsi risquer de nous faire revivre une éclosion, une nouvelle flambée. Donc, je suis très content devant ce mois supplémentaire. J'aimerais avoir aussi le mois de juillet. Question. Les Sœurs de la Providence disent qu'elles perdent du personnel parce qu'elles font plus dans le système public. Allez-vous envisager une compensation, par exemple par une augmentation de la rémunération? Réponse. Cela fait partie de notre analyse. Nous comprenons très bien que quand vous augmentez le salaire dans le secteur public, que cela a un impact sur le secteur privé, y inclut la congrégation que vous avez mentionnée. Donc, nous procédons à des analyses et des évaluations des conséquences d'une aide apportée au secteur privé. Nous y travaillons. Question. Depuis l'annulation des écoles, les parents nous rapportent que tout à coup, ils ont beaucoup de rattrapage à faire avant la fin de l'année scolaire. Avez-vous commencé trop tard d'offrir des lignes directrices aux professeurs, aux enseignants et aux parents? Réponse. Je n'estime pas cela juste. Non, nous avons mis en place des devoirs pour les élèves. Bien sûr, le défi que nous avons connu dans les 2 derniers mois, c'est que certains enseignants eux-mêmes avaient des enfants à la maison. Et ces enseignants et ces enseignantes n'avaient pas assez de temps pour aider leurs élèves réguliers. Maintenant, avec la réouverture des garderies, je pense que nous aurons davantage d'occasions pour s'assurer que toutes les enseignantes et tous les enseignants soient vraiment disponibles pour assurer un suivi avec leurs élèves, les élèves qui sont à la maison. Dernière question. Pourriez-vous répéter en anglais ce que vous avez dit en français sur la protestation, la manifestation que vous n'avez pas appréciée devant vos bureaux aujourd'hui? Réponse. Oui. Nous savons que la demande principale du syndicat des infirmières, c'est sur le ratio. Cela veut dire le nombre d'infirmières dans chaque CHSLD ou dans chaque hôpital. Nous savons fort bien que depuis 18 mois, nous avons eu des augmentations importantes sur le plan budgétaire. Un grand nombre de postes supplémentaires affichés. Hélas, ces postes n'ont pas été comblés pour toutes sortes de raisons. Entre autres, il était question du salaire. Et un autre facteur, c'est que, hélas, certaines travailleuses préfèrent travailler à temps partiel plutôt qu'à temps plein.
Et il nous faut trouver des solutions pour cette situation, car on ne peut pas avoir 50% des travailleuses qui sont à temps partiel. Par conséquent, avant de formuler la demande d'un meilleur ratio, à savoir plus d'infirmières, il serait important que nous puissions combler les postes qui sont maintenant affichés. Alors voilà ce que je dis aux syndicats. J'aimerais en discuter avec eux. Je pense que nous pourrons trouver des objectifs. Je ne crois pas que c'est le moment d'être dans la rue devant mon bureau. C'est tout. Merci beaucoup pour votre